Bon après-midi à toutes et à tous. Et j'interviens déjà après des débats assez animés. Donc je fais partie du groupe de travail dont font partie Alain, Carole, Christian. Et donc vous allez certainement retrouver également dans ma présentation un certain nombre d'éléments qui ont déjà été présentés au préalable. Donc l'agriculture et l'élevage et la biodiversité sont en interaction constante. La biodiversité ayant un effet positif ou négatif sur les activités agricoles et l'agriculture ayant un effet considéré comme positif ou négatif sur la biodiversité. La biodiversité est dynamique, elle a évolué au cours du temps sous la contrainte du milieu physique. Christian nous l'a bien expliqué, sol, eau, température, et puis également sous la contrainte d'un certain nombre d'éléments physiques. Et puis, ensuite, depuis 10 000 ans à peu près, sous la contrainte de plus en plus prégnante de l'homme, au fur et à mesure de l'élargissement du monde habité. Il faut donc se méfier d'une position fixiste de cette biodiversité, position fixiste qui, à mon avis, est encore beaucoup trop souvent rencontrée de nos jours. La situation varie d'une région à une autre, mais les grands phénomènes restent les mêmes, avec une différence de rapidité de mise en œuvre en fonction de la densité de population. En France, il est possible de considérer 3 grandes étapes de durée très différentes. Mais pour commencer cet exposé, je vous proposerai d'abord un regard sur le temps long de l'évolution agricole, vu de Sirius. Ensuite, je vous parlerai de l'agriculture créatrice de biodiversité, des excès de l'uniformisation après la Seconde Guerre mondiale, et là nous verrons les champs cultivés et les différentes autres photos qu'on a vues tout à l'heure, la prise de conscience de l'importance de la diversité et des actions actuelles. Et pour terminer, je vous parlerai de la diversité au niveau de la parcelle. Et j'essaierai de tirer quelques conclusions. Tout d'abord, un regard sur le temps long de l'évolution agricole. Ce graphique est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on aperçoit très bien sur ce graphique que depuis le néolithique, on a une diminution extrêmement importante de la population agricole active. On a eu une diminution très importante de la surface en forêt, une augmentation de la population et, à partir, je dirais, ici, des années 1950, d'une augmentation très importante de la productivité de la plante test que j'ai prise ici, qui est le blé. On s'aperçoit en fait qu'afin de nourrir une population croissante, la seule solution jusqu'à l'augmentation des rendements, c'était l'augmentation des surfaces cultivées et donc ici la destruction des forêts et des autres espaces humides. Petit aparté, une petite anecdote amusante. Dans le XIVe, XVe siècle, on s'aperçoit que la population diminue et que la forêt augmente à nouveau. C'était dû aux guerres de 100 ans, aux grandes épidémies, et on disait à l'époque, les Anglais nous apportent la forêt. Voilà. Et puis on voit que la forêt redémarre après, ici, grâce. Alors là, nous avons un focus beaucoup plus lisible, où on s'aperçoit donc que la population augmente, que la population agricole active continue à diminuer, mais que la forêt a repris son augmentation qui a été autorisée par l'augmentation de la productivité à l'hectare. Si aujourd'hui on avait les rendements de céréales
que nous avions en 1950, pour assurer la production actuelle, il faudrait multiplier par 3 les surfaces cultivées. C'est-à-dire passer de 9 millions d'hectares à 27 millions. Et on serait peut-être un peu gêné parce qu'en fait, il nous reste que 17 millions d'hectares de forêt. Donc là, on serait un petit peu coincé. Et sans parler des rendements d'il y a 50 ans, si, on en a parlé tout à l'heure, on passait à l'agriculture biologique, d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, il faudrait, pour tout ce qui est grande culture, augmenter les surfaces par 2, derniers chiffres de Agrimaire d'il y a quelques mois. Donc, agriculture bio et miracle pour la diversité, on pourra en reparler, d'autant que dans les cahiers des charges de l'agriculture biologique, il n'y a aucune notion sur la biodiversité. C'est inconnu dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà, mais enfin, c'est juste une petite information qui peut vous intéresser. Donc, passons maintenant à la deuxième grande étape, ou tout au moins la première grande étape de l'agriculture, qui est l'agriculture créatrice de biodiversité. Christian nous a expliqué tout à l'heure que le territoire français a été soumis au cours des différentes ères géologiques à des variations de climat très importantes, passant de climats chauds et humides à des périodes glaciaires. Le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 18 000 ans. Ensuite, le climat s'est réchauffé et nous avons eu une recolonisation par des plantes invasives, les premières étant le pin sylvestre et les bouleaux, suivi par le développement d'absences caducifoliées, en particulier le chêne, l'orme, le tilleul, l'aulne et le noisetier, aux dépens des pins ou du bouleau qui, eux, ont disparu ou ont diminué très naturellement, puisque c'était le chêne et l'orme qui prenaient la place. Au début du néolithique, on peut donc imaginer un territoire vu d'avion qui ressemblait à peu près à ça. On voyait une forêt. Il y a 7000 ans, la surface en forêt recouvrait à peu près, évalué, 90% de notre territoire. Donc, il y a certainement une belle biodiversité dans cette forêt, mais c'est la biodiversité forestière. Au début de l'agriculture, donc au début du néolithique, eh bien, les cultures ont commencé sur abatis-brûlis. On trouve encore des abatis-brûlis en Guyane. Cette photo est une photo de Guyane sur sol limoneux. Et puis, à partir de 2500 ans avant Jésus-Christ, les défrichements se sont développés grâce à l'évolution, je dirais, du matériel agricole. Alors, au tout début, bien sûr, l'homme n'était pas très puissant dans ses travaux. On avait les bâtons fouisseurs. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en Afrique en 1964, il y avait encore des gens qui travaillaient au bâton fouisseur. Et puis, il y a toujours des gens qui travaillent avec des bêches et des engades à Madagascar. Et puis, petit à petit, eh bien, on est passé à des outils attelés, de plus en plus efficaces, ce qui a permis d'augmenter la surface cultivée. Et là, nous avons, dans les riches heures du duc de Berry, un agriculteur qui travaille avec sa vigne, son terrain. Donc, on s'aperçoit que la diversité commence à augmenter. Aujourd'hui, je pourrais vous montrer, évidemment, la photo d'un grand tracteur, mais je crois que j'en ai une un peu plus tard. Et puis, au lieu d'avoir cette photo que je vous montrais tout à l'heure d'un couvert uniformément forestier, eh bien, l'agriculture a permis d'ouvrir les paysages et d'avoir à la fois des zones forestières, des parcelles, etc. Et donc, de façon évidente, il y a eu une augmentation de la biodiversité, puisque nous avions une double biodiversité, celle des couverts forestiers et celle des zones agricoles. Voilà un autre exemple d'un paysage qui, je ne sais plus si c'est à Christian ou à Alain qui plaisait beaucoup tout à l'heure, où on voit effectivement un bocage avec des haies, des prairies, des cultures, etc.
Donc il est évident que pendant cette période, il y a eu l'agriculture, a de toute évidence été un grand créateur de biodiversité au niveau du paysage. Alors l'assèchement et la mise en valeur des zones humides a été un autre volet, en plus de l'action sur l'ouverture des forêts. Ça a été une action plus tardive que la déforestation. Elle a été très significative au Moyen-Âge. C'est sous Henri IV qu'a eu la plus grosse activité au niveau de l'assèchement des zones humides. Et puis elle s'est poursuivie au XVIIe siècle, puis localement jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ici encore, l'agriculture a créé des paysages et des territoires considérés encore de nos jours comme des milieux intéressants avec une biodiversité spécifique à préserver, comme par exemple les ortillonnages d'Amiens, le Marais Poitevin, la Camargue, et je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples. Et puis enfin, l'agriculture a permis, grâce à l'élevage, de maintenir des zones de pâturage, des milieux ouverts en montagne. Sans élevage en montagne aujourd'hui, eh bien, nous n'aurions pas de milieux ouverts et il faudrait les entretenir d'une autre façon. De la même façon, dans les reliefs karstiques du sud de la France, sans élevage, eh bien, je ne sais pas, on ne pourrait pas se promener. Il y aurait le bush, mais bon, c'est une autre vision de l'agriculture. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'agriculture a créé une variété de paysages sur le territoire national, tout en développant une nouvelle biodiversité inexistante dans les systèmes primaires pré-agricoles. Là, c'était donc la deuxième phase, qui était une phase importante, l'agriculture créatrice de biodiversité. Et puis, dans les années 50, on a eu un excès d'uniformisation après la Seconde Guerre mondiale. L'agriculture, jusqu'en 1950, était peu productive et avait beaucoup de mal à répondre à la demande alimentaire du pays. L'augmentation de la production se fait essentiellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, au détriment des zones forestières. Il y a une corrélation très nette entre l'augmentation de la population et la diminution des forêts. La modernisation, entre guillemets, de l'agriculture a pris son essor au milieu du XXe siècle. Et ça a correspondu à un choix politique de développer les capacités productives pour permettre à la France de sortir du contexte de pénurie et de dépendance alimentaire de l'après-guerre. C'est un choix politique. Et comme bien souvent, on en a parlé, on a parlé de législation, etc., beaucoup de choses dépendent bien sûr de ces choix politiques. Le côté positif de cette évolution est que la France, non seulement est devenue en quelques décennies autosuffisante, mais qu'elle est aujourd'hui une puissance agricole majeure et que les produits agroalimentaires représentent son deuxième secteur d'exportation, dont elle a bien besoin pour diminuer le déséquilibre de sa balance commerciale. Cependant, pour atteindre cet objectif, en plus de l'intensification de l'usage des intrants et des variétés améliorées, l'évolution s'est traduite par une modification profonde des paysages, avec le remembrement de 15 millions d'hectares pour permettre l'augmentation de la surface parcellaire qui favorise la mécanisation, la division du linéaire des haies par 3, la suppression de nombreux fossés. La spécialisation des productions a également provoqué une diminution sensible des espèces cultivées et la disparition de 5 millions d'hectares de surface fourragère. Cependant, il faut noter aussi que l'augmentation de la productivité à l'hectare a permis une augmentation de la surface forestière et de zones humides protégées, surface forestière qui a augmenté de 35% lors de la seconde moitié du XXe siècle. Donc il y a eu effectivement
des effets positifs et des effets négatifs. Là, ces deux photos vous montrent ici l'effet d'un remembrement. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup à la fois de la diversité paysagère et probablement de la diversité biologique de cette zone. De même, ici, effectivement, c'est le tracteur que je crois Alain n'aimait pas, ou Christian, j'ai oublié, mais c'était Christian qui nous l'a montré, où effectivement, on est arrivé à un moment donné à une position extrême qu'il fallait combattre. Et ceci m'amène au quatrième point de mon exposé, qui est la prise de conscience de l'importance de la diversité et les actions actuelles. Alors même que l'intensification se mettait en place, dès le début des années 1960, nous avons eu des lanceurs d'alerte, comme par exemple Rachel Carson en 1962, et je voulais vous citer Jean Dorst en 1965, qui a été à un moment donné mon livre de chevet, mais c'est vrai qu'après les citations faites tout à l'heure, j'ai un peu plus de réticence à vous citer Jean Dorst que Rachel Carson. Et donc, ces lanceurs d'alerte nous alertaient sur les risques encourus. Le débat sur la biodiversité s'est amplifié dans les années 1980 et a connu son acmé en 1992, on en a également parlé, année de la conférence de Rio sur le développement et l'environnement. Ces signaux, je dois le dire, et ceci n'est peut-être pas suffisamment connu, ont été entendus par la profession agricole et des actions ont été mises en place à plusieurs niveaux. À un échelon encore modeste, mais ayant cependant un effet notoire, les agriculteurs ont replanté des haies et aménagé des bordures de champs, soit entre les champs eux-mêmes, soit en limite de cours d'eau. Et vous avez ici maintenant une série de photos que je vous présente où on voit les actions en cours de haies qui sont replantées, de bordures de champs qui sont également semées ou dans lesquelles on laisse pousser la végétation dite naturelle, ou encore ici une bordure de champ ou un espace entre deux champs de culture plus intensive, ou enfin toutes les mesures qui sont prises pour préserver les bordures de cours d'eau afin d'une part de préserver l'eau de ces cours d'eau et également de permettre, ceci permet également, fait partie des corridors de biodiversité et de facilitation des trames vertes et bleues. Ces surfaces qui sont actuellement mises en œuvre, et plus vous allez dans la campagne, plus vous les voyez mises en place, bien que de surface réduite, ont un effet important, à la fois sur la diversité paysagère et sur la flore herbacée naturelle et sur certaines espèces qui vivent dans ces zones, comme par exemple les carabes et d'autres insectes qui ont des actions tout à fait utiles. Et comme je vous l'ai dit, elles peuvent participer de façon efficace à la gestion des trames vertes et bleues. Ce sont des actions que je dirais ponctuelles qui sont mises en place. Il faut cependant, me semble-t-il, aller plus loin. L'intensification de l'agriculture de l'immédiate après-guerre a été le fait d'une décision politique nationale et communautaire. La simplification des systèmes de culture, la déprise des prairies naturelles sont en grande partie dues à la structure des aides de la politique agricole commune. Ce sont des décisions politiques. C'est pour cela que si on veut aller dans un autre sens, on a de nouveaux besoins de décisions politiques. Et c'est pour cela, je dirais, que les mesures agro-environnementales qu'on appelle les MAE et maintenant agro-environnementales et climatiques
MAEC, ont été mises en place, et plus particulièrement au niveau national, la prime herbagère et les primes rotationnelles. Ces mesures commencent à porter leurs fruits et doivent être poursuivies. Enfin, l'agriculteur peut être producteur de biodiversité, on en a parlé 2 fois, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires, même si, comme on nous l'a dit tout à l'heure, ces mesures compensatoires sont mises en place pour un temps, une durée limitée. Voilà donc ce que j'appellerais le 3e stade au niveau de l'agriculture et la biodiversité. D'abord, création, ensuite, excès d'uniformisation, et maintenant, prise de conscience et redémarrage d'une action en faveur de la biodiversité et de l'agriculture. L'action politique est essentielle. Je terminerai cette présentation rapide par la diversité au niveau de la parcelle. Ce que j'ai dit jusqu'à présent concernait le territoire. Il est important également de savoir ce qui se passe au niveau de la parcelle. L'objectif de l'agriculteur étant d'avoir un champ propre, c'est-à-dire aussi bien désherbé que possible, de toute évidence, la biodiversité au niveau d'une parcelle cultivée est moindre que dans les bordures de champs et les prairies. Là, je ne vois vraiment pas comment on peut faire autrement. Et même la lutte contre les prédateurs et les maladies provoque une diminution de la biodiversité. Ce phénomène n'est pas modifiable si l'on veut maintenir une agriculture productive. C'est la raison pour laquelle, on l'a vu, il faut favoriser des zones refuges, des bordures enherbées, des haies, etc. Pour augmenter la biodiversité dans une parcelle agricole, il est possible de faire des cultures associées. Mais alors, ça se pratique un peu, mais cette technique a des limites, tant en ce qui concerne le nombre d'espèces, qu'en ce qui concerne les techniques à mettre en œuvre et les possibilités de marché. Si vous avez beaucoup d'espèces sur la même parcelle, vous avez d'énormes problèmes de récolte, vous avez des problèmes de machines de tri dans les organismes récepteurs, et vous avez également des problèmes de marché. Donc, ça peut se faire, mais ça aura un développement limité. L'évolution de l'agriculture dans la deuxième moitié du XXe siècle a donc réduit à une diminution importante des espèces cultivées. C'est clair. La question qui se pose, et qui est souvent posée, est de savoir si pour les cultures principales, que sont le blé, le maïs, l'orge et le colza, il y a eu, à l'intérieur de ces espèces, une perte de diversité génétique. Et là, il y a bien sûr sur le sujet un grand débat. En fait, les indicateurs généalogiques et ceux fondés sur les marqueurs moléculaires, qui sont les indicateurs les plus pertinents, montrent qu'à quelques exceptions près, en particulier lors de changements de technique ou lors de changements d'idéotypes variétaux, il n'y a pas eu de perte de la diversité génétique des variétés cultivées lors des 100 dernières années. Alors, il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le montrer. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. De plus, ces changements, comme je le disais, de techniques culturales ou d'idéotypes variétaux, la diversité génétique perdue a été récupérée très rapidement après quelques années. Et ceci est dû, en grande partie, à l'extension du pool génétique disponible pour les travaux d'amélioration des plantes, que ce soit du matériel élite, du matériel exotique ou des espèces sauvages apparentées.
Il faut donc, me semble-t-il, veiller à ne pas imposer de contraintes trop fortes, tant sur le plan national qu'international, à l'accès et au mouvement de ces ressources génétiques. Et je vous renvoie là à toutes les grandes organisations internationales qui discutent de ces questions. Alors, je vous ai dit que ça n'avait pas diminué et que j'allais quand même vous montrer quelques exemples. J'en ai choisi 2. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez lire les comptes rendus de la journée de l'Association des sélectionneurs français du 4 février 2004, dont toute la journée était consacrée à ce thème de la diversité génétique des plantes cultivées. Le premier exemple que je vous montre, c'est l'évolution de la diversité des blés en Hongrie de 1952 à 2000. On s'aperçoit qu'après une chute, dans les années 70, début des années 70, liée à l'apparition de nouveaux idéotypes, en particulier de variétés plus courtes, eh bien, très rapidement, que l'on s'adresse à la diversité pondérée ou au coefficient de parenté des variétés les plus cultivées sur le marché, on s'aperçoit que cette diversité pondérée et que ce coefficient de parenté a soit atteint à nouveau, soit même largement dépassé la diversité qui existait dans les années 1950. Ce qu'on trouve ici, cet exemple de blé hongrois, on le retrouve également, il y a une publication de l'Académie d'agriculture de France d'il y a une dizaine d'années sur le sujet, sur les blés français, et on le trouve sur d'autres cultures. Le deuxième exemple que je veux vous montrer est celui des variétés de la liste recommandée des variétés au Royaume-Uni. Vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a une liste des variétés recommandées qui varie tous les ans en fonction des résultats variétaux. Orge de printemps depuis 1920, blé d'hiver depuis 1930, colza depuis 1973, et toutes ces variétés ont été analysées par des marqueurs moléculaires, AFLP ou RFLP, également ont été analysés phénotypiquement. Je vais vous lire les conclusions des auteurs, qui sont des chercheurs de Cambridge, et qui est la suivante, et je vous montrerai 2 graphiques ensuite. Les données de l'étude démontrent que l'amélioration moderne des plantes, le droit d'obtenteur et la liste recommandée n'ont conduit à aucun rétrécissement significatif du niveau général de diversité de cultures au Royaume-Uni au cours des années 60 à 70 jusqu'aux dernières années. Alors, ils ont publié les résultats de leurs analyses, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si le chiffre D9 que vous voyez ici est les résultats des variétés les plus récentes des années 1990. Et la courbe des D9, l'étude en composante principale, est la courbe qui englobe l'ensemble des variétés de l'année D9. Eh bien, vous voyez que l'ensemble de la variabilité des années D9 couvre largement l'ensemble de la variabilité de toutes les années précédentes. Il n'y a pas eu perte de diversité, même plutôt une légère augmentation. Ça, c'est un graphique annexe qui est des blés d'un autre continent, donc je ne vous en parle pas. Ça, c'est pour le blé, et l'analyse montre bien qu'il n'y a pas eu perte de diversité. On a exactement le même résultat pour le colza, où vous avez le chiffre 6, qui est le chiffre des années les plus récentes, où on voit que, effectivement, globalement, la variabilité génétique des colzas cultivés ces dernières années englobe largement toute la variabilité génétique des années précédentes. Il y avait eu un rétrécissement ici, et ce rétrécissement était dû au passage de la culture des variétés de colza
sans glycosinolate et sans acide hirussique. Donc il y avait eu effectivement un goulot, puisque tous les sélectionneurs avaient travaillé dans la même direction. Et puis ensuite, eh bien, de nouveau, grâce à tous les croisements et à l'accès à la variabilité génétique, eh bien, la variabilité génétique utilisée a été retrouvée. Donc voilà. Ce que je veux dire sur ce dernier point, au niveau de l'agriculteur, c'est que l'objectif de l'agriculteur est d'avoir des parcelles propres pour éviter la compétition avec les mauvaises herbes. J'ose encore employer ce mot-là, je sais que ça n'est plus politiquement correct, qu'il n'y a plus de mauvaises herbes, mais moi qui ai été agriculteur et qui jardine, je considère qu'il y a encore des mauvaises herbes, et que donc la diversité biologique au niveau de la parcelle cultivée est plus faible que dans les parcelles non cultivées. Ça, c'est clair. Cependant, du fait des importants travaux en amélioration des plantes, il n'y a pas eu de perte de diversité génétique des principales espèces cultivées, et ça, c'est extrêmement important, et c'est contraire à ce qu'on entend dire très souvent. Pour conclure, on peut dire que l'agriculture a créé de la biodiversité et de la diversité des paysages depuis son développement au néolithique jusqu'à la première moitié du XXe siècle. L'intensification qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, résultant d'une décision politique en faveur de l'autosuffisance alimentaire, a provoqué une diminution de cette diversité. C'est un fait. Cependant, depuis les années 1980, un nouveau mouvement en faveur de la biodiversité et de la diversité des paysages a vu le jour. Des actions ponctuelles sont en place au niveau de l'exploitation agricole et ont déjà des résultats significatifs. Il faudra cependant de nouvelles décisions politiques fortes pour amplifier le phénomène, et vous verrez que dans ces décisions politiques fortes, j'ai parlé des MAE, des MAEC, je n'ai pas parlé de l'agriculture bio, parce que je ne suis pas sûr que l'agriculture bio soit un avantage pour la biodiversité. J'ai même plutôt un avis contraire, mais ça, on pourra en discuter. Et dernier point, du fait de l'importance des travaux privés et publics en amélioration des plantes, il n'y a pas eu de perte de diversité génétique des principales espèces cultivées. Je vous remercie de votre attention.